Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du CQFR. Exceptionnellement, je remplace Antoine, mais je suis bien sûr avec Shai Mamou, comme tous les matins, vous en avez l'habitude, et on voulait vous parler d'une grande nouvelle quand même, parce que si vous nous suivez sur les réseaux, ou vous étiez sur Basket Session hier, vous avez dû voir qu'on a lancé les préventes de notre nouveau numéro de Rivers, le MOOC Rivers numéro 15, avec une thématique qu'on a voulu originale. On s'est concentré sur les petits. Et oui, on sait, il y a toujours cet adage, Shai, tu sais, on dit que Shai qui lève le poing de manière rageuse. Voilà, on dit que le basket c'est un sport de grands. On n'arrête pas de parler de tall ball, de voir qu'à tous les postes on cherche des grands. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour les petits dans notre sport? Quels sont les petits qui ont marqué l'histoire du basket d'une empreinte de géant? Qu'est-ce que c'est vraiment que le small ball? Est-ce que le small ball c'est vraiment du jeu de petits? Tout un tas de thématiques, tout un tas de portraits. On a vraiment essayé de brosser un portrait large de la question. On parle bien sûr de figures marquantes NBA, on parle de joueurs qui ont joué en France, de joueurs français, on parle de joueuses. Voilà la thématique en gros. Shai, qu'est-ce que... Allez, on va peut-être vendre la mèche un peu. Toi, tu as bossé sur deux papiers en particulier, tu peux peut-être nous en parler? Ouais, alors bon, déjà, je suis très content en tant que seul membre de la rédaction de moins d'1m75, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Je suis content qu'il y ait cette thématique-là, parce que forcément, ces joueurs-là, ils suscitent une plus grosse identification chez les fans et chez le fan que je suis. Forcément, j'ai adoré Allen Iverson et des joueurs comme ça qui ont eu cette taille-là, Muggsy Bogues, enfin bref, vous verrez dans le MOOC. Moi, sur mes papiers, ouais, si on peut vendre la mèche, j'en ai écrit un sur Ja Morant des Grizzlies, qui est pas le plus petit des joueurs NBA, mais qui est quand même un joueur avec un gabarit qui est pas censé te permettre de dominer et de faire ce qu'il fait sur le terrain quand il va bien, évidemment. Donc il y a Ja Morant, et j'en ai fait un aussi sur Rui Machida, la meneuse japonaise qui est passée par la WNBA, mais qui a surtout été une légende olympique avec le Japon. Voilà. Ouais, voilà, tu fais bien de parler de Ja Morant notamment, parce que c'est vrai que en fait, petit, qu'est-ce que ça veut dire? Petit, c'est forcément par rapport à une norme. Donc nous, Ouais. ce qu'on a considéré comme étant petit, on s'est dit, bon, allez, on va aller jusqu'à ces Stephen Curry et en dessous, en gros, donc ça va de Muggsy Bogues jusqu'à maximum, en gros, Stephen Curry. Voilà un petit peu comment on a abordé le sujet. Je vous encourage à aller sur Basket Session, vous pouvez déjà voir quelques images de ce MOOC qu'on est en train de terminer là. Là, c'est vraiment la phase des préventes. Vous savez que pendant la phase des préventes aussi, les frais de port sont offerts, donc n'hésitez pas à précommander ce MOOC dès à présent. On vous donnera plus d'infos très vite. Tu as mentionné Allen Iverson. Shai, c'est vrai que voilà, il nous semblait emblématique. Tu sais, il y a cette fameuse expression pound for pound, genre le meilleur joueur de l'histoire au poids en quelque sorte. Donc c'est lui qu'on a choisi de mettre en couverture. On a eu l'occasion de travailler avec un artiste canadien qui s'appelle Corbs, qui a fait une couverture qu'on trouve vraiment originale. On en est assez fiers. On vous encourage, voilà, on vous met tous les liens, allez jeter un œil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On vous détaillera l'intégralité du sommaire très bientôt pour que vous en sachiez plus. Voilà, en gros, on va refermer cette petite page d'auto-promo autour du MOOC Rivers. Ah oui, je précise, Small, c'est pas le format, hein. C'est vraiment la thématique. C'est 240 pages, comme vous le savez, toujours en format un petit peu comme... là, c'est la version étendue du MOOC Rivers que vous voyez derrière moi, mais voilà. On essaie toujours d'être, comment dire, profond et costaud. Profond et costaud comme un livre, mais avec voilà, une mise en page qui ressemble plus à du magazine, avec pas mal d'illustrations, de très belles photos encore une fois. On a hâte de l'avoir entre les mains et de vous le présenter. On y reviendra dans les jours et dans les semaines à suivre. Shai, repartons un petit peu sur l'actualité. Il y a une news quand même assez... qui a pu surprendre peut-être. On a parlé de lui à un moment parmi les candidats pour être head coach aux Lakers. Et finalement, Rajon Rondo sera bien dans un staff NBA. Il ne sera pas head coach cette saison, mais il sera assistant coach d'un entraîneur qu'il connaît plutôt bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est ça. Rajon Rondo va faire son stage de troisième avec Doc Rivers, les Milwaukee Bucks. Il était dans les rumeurs parmi les coachs pour les Lakers. On savait que les Lakers voudraient un profil original, possiblement un ancien joueur. Il s'est avéré que ça a été JJ Redick. Profil moins simple et moins consensuel que Redick. Plus de casseroles aussi, même si ça n'a pas empêché d'autres d'avoir le job. On ne sait pas encore dans quel rôle Rajon Rondo sera présent dans le staff. Pour l'instant, Doc Rivers a juste dit qu'il serait là, qu'il allait passer du temps avec l'équipe et qu'il serait là tout au long de la saison.
On ne sait pas s'il sera juste assistant, s'il sera conseiller, s'il aura des missions particulières auprès des joueurs. Mais c'est intéressant parce que quand il était en activité, c'était déjà un cerveau incroyable. On en a parlé notamment quand on a fait le MOOC des playmakers, mais c'est un joueur qui avait un cerveau incroyable, un temps d'avance sur tout ce qui se passait, une réflexion supérieure. Il expliquait toujours qu'il affrontait le coach adverse et pas les joueurs adverses. Il n'en avait rien à secouer des adversaires individuellement. Lui, c'était vraiment le coach adverse. Il voulait l'out-coacher. Donc, il fait partie des joueurs qui sont qui attisent ma curiosité sur ce qu'ils peuvent devenir comme coach. Il n'a pas le côté très affable et sympathique, bon communicant qu'il faut aujourd'hui pour être head coach en NBA un peu. JJ Redick remplit très très bien cette case-là. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre du côté des Bucks peut-être déjà, en attendant de voir ce qu'il arrivera avec Doc Rivers, qui a signé 5 ans, donc a priori il est là un petit peu pour quelques années, mais on va voir si Rondo est en capacité un jour peut-être de devenir coach NBA. Ouais, tu sais, tu parlais de sa façon de communiquer, Rajon Rondo. Quand il était joueur, t'avais l'impression que c'était toujours des one-line et il sortait une phrase maximum. Et moi, je l'ai un peu redécouvert finalement de ces dernières années par le biais de différents podcasts ou d'interviews, où finalement, je l'ai trouvé beaucoup plus agréable, entre guillemets, dans sa manière de s'exprimer. J'ai trouvé il n'hésitait pas à répondre clairement aux questions. Tu vois, pour le coup, pas particulièrement politiquement correct, vraiment dire ce qu'il avait vécu, comment il l'avait vécu, rentrer dans le détail des choses. On connaît son intelligence de jeu. On sait aussi que finalement, c'est quelqu'un qui s'est toujours bien entendu dans les différentes équipes dans lesquelles il est passé, avec ses coéquipiers. Il a eu des embrouilles avec des adversaires, mais finalement, à part Ray Allen, sans doute, avec la jeunesse, etc., deux tempéraments vraiment différents. Chris Paul, mais ils n'étaient pas coéquipiers pour le coup. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a plutôt été apprécié partout où il est passé. Je suis un peu... En fait, j'aimerais bien savoir quel va être son poste officiel, l'intitulé de son poste. Je trouve ça intéressant, en tout cas, si lui veut devenir entraîneur, de pouvoir mettre un pied de ce côté-là dans une franchise, pouvoir observer, regarder, gagner de l'expérience. Je trouve ça intéressant. La vraie question, je ne sais pas du tout quelle est sa relation, tu sais, avec Damian Lillard. Forcément, comme il évolue au même poste, j'imagine que s'il doit aider des joueurs, ce sera plutôt au niveau des arrières. S'ils s'entendent très bien, c'est peut-être pas bête, je pense, de la part du staff de prendre un joueur comme ça pour faire le tampon. On sait que la saison dernière a été très compliquée pour Lillard d'un point de vue personnel. Voilà, je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut quand même qu'on sache un petit peu quel sera son rôle pour en tirer plus de conclusions, mais c'est intéressant pour le joueur et pour l'équipe, je pense. Ouais, Rondo avait passé un peu de temps du côté de Kentucky. Il était avec Kentucky sur ces derniers mois. Il a passé du temps un peu avec le staff et tout. Il a repris ses études là-bas, je crois aussi. Ouais, c'est ça. Et alors c'est intéressant la relation possible avec Lillard parce que pour le coup, c'est des meneurs très très différents. Entre un meneur très shooter et un meneur quasiment exclusivement passeur. Il avait développé un petit shoot sur la fin, mais c'était quand même plus un meneur, un vrai playmaker. Ça peut peut-être aider Damian Lillard et je suis aussi curieux de voir quelle sera sa mission, ou s'il est juste, comme je disais tout à l'heure, le stagiaire d'observation. Je n'imagine pas rester dans son coin et rien faire et rien dire. Il va forcément faire l'éponge, à mon avis, déjà, et ensuite participer à la saison avec Doc. On parlait de playmaker, il y en a un autre qui a sorti des phrases assez marquantes hier, c'est celui qui va être la plaque tournante du jeu de son équipe, forcément. Je parle de James Harden. Je vais te dire la phrase qu'il a sortie hier, Shai. Donc James Harden qui a dit « Au démarrage de la saison, je vais être dans ma meilleure forme depuis 5, 6 ou 7 ans. » Pour rappel, il y a 6 ans, c'était l'année où il a gagné son dernier titre de MVP. « Je n'ai pas trop envie de parler, juste de montrer. » Et il a aussi dit « Est-ce que je peux m'adapter au nouveau style de jeu en NBA ? Je suis l'un de ces joueurs pour lesquels les autres ont dû s'adapter. » Donc deux phrases assez fortes. Qu'est-ce que ça te suggère ? Bon, c'est intéressant. On sait que la situation chez les Clippers est un peu incertaine quant à Kawhi Leonard. On ne sait pas s'il sera là au début. Ils vont faire très attention à le ménager. Donc Harden va être effectivement très très au centre de ce qui va se faire aux Clippers. Alors bon, c'est bien qu'ils répondent là-dessus parce que ces dernières années, peut-être pas depuis qu'il est aux Clippers, mais juste avant, on s'est toujours demandé s'il n'avait pas enfilé s'il n'avait pas un costume, le fat suit, tu sais. Le fat suit. D'un jour à l'autre, il avait l'air d'avoir pris 5 kilos. Enfin, c'était impressionnant. On ne savait pas trop quoi en penser. Moi, je pense qu'il sera effectivement en très bonne forme physique. De là à dire sa meilleure forme physique depuis sa saison MVP, je ne sais pas.
il a dans tous les cas il a 35 ans. Hein. Il n'a pas la même, c'est pas la même explosivité, la même facilité à se déplacer. C'est obligatoire. Par contre, s'il est suffisamment en forme pour avoir le rôle dans lequel on l'aime bien, de vrai playmaker qui fluidifie le jeu d'une équipe, mais qui a quand même besoin d'une autre star, il sera dans tous les cas bien. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait une équipe qui puisse aujourd'hui avoir Harden en vraiment première option, en dépositaire total du jeu en 2024. J'en suis pas sûr. Lui, il a l'air d'en être persuadé. Il a l'air de croire que c'est encore possible. Il dit que ouais, bah, moi, j'ai été l'un de ces joueurs un peu au centre d'un jeu héliocentrique et j'ai été un joueur pour lequel on s'est adapté. Il a raison, ça peut faire un peu arrogant en mode c'est moi le système, comme il avait fait l'année dernière, mais factuellement, c'est pas faux. Par contre, je suis pas sûr que ça puisse permettre aux Clippers d'être performants dans une conférence Ouest qui est dingue. Si tu me dis il y a Harden et Kawhi en même temps qui sont en forme, je vois bien une bonne saison de James Harden, ça j'y crois plutôt bien. Il a effectivement l'air en forme, hein, visuellement, ça veut dire ce que ça veut dire, mais il n'a pas l'air. On s'inquiète pas comme les fois où on le voyait arriver, comme s'il avait 12 pulls à l'entraînement des Rockets ou des Nets. Mentalement, il a l'air bien, il a l'air très motivé d'être là. Il était déjà très content d'être aux Clippers l'année dernière. Il est un peu chez lui, hein, il a toujours rêvé de revenir dans le coin. Les Clippers sont une énigme. James Harden, ce qu'il est encore capable de faire à cet âge-là, c'est aussi une énigme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Moi, je pense que James Harden sera bon. Il va faire une bonne saison. Je pense que les Clippers seront corrects. Par contre, de toute façon, la grosse différence, c'est que les saisons précédentes, il était dans des équipes qui jouaient le titre. Pour moi, il n'y a aucun scénario dans lequel les Clippers peuvent espérer jouer le titre ou même espérer jouer, les têtes de gondole de la Ligue ou de la Conférence Ouest. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre ce que c'est. Je m'interroge quand même sur la question de savoir pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que tu es dans la meilleure forme depuis 5, 6 ou 7 ans, pourquoi tu n'as pas fait ces efforts-là à l'époque. Si tu les fais maintenant, c'est très bien. De toute façon, tu as 35 ans, donc même si tu es dans la meilleure forme physique d'un point de vue, perte de poids, masse graisseuse, etc., tu n'auras plus jamais, c'est la vie, l'explosivité ou les qualités athlétiques qui te permettaient d'être ce joueur si spécial à 5, 6, 7 ans. Donc, très bien pour James Harden, limite, j'ai l'impression que pour lui, c'est le meilleur scénario possible. Tout va tourner autour de lui. Tyronn Lue va adapter le jeu. Il y a plein de role-players de qualité dans cette équipe. Ça va fonctionner, mais ça va aller nulle part de spécial. Pour Harden, il y a le sommeil aussi. C'est sur les saisons précédentes, sur les saisons où c'était un peu... où il était pas au meilleur de sa forme, je trouve. Il y avait quand même à chaque fois des photos de lui dans des soirées, machin, où il se couche à 4 heures. Bon, là, je pense que ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il aura une hygiène de vie plutôt plus sérieuse, peut-être. Ce qui peut paraître paradoxal quand on vit à Los Angeles, mais peut-être qu'ils lui font confiance de ce point de vue-là. Et bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Le problème avec Harden, dans tous les cas, ça a toujours été les playoffs. Donc la saison régulière, il va être bon, voire très bon. Voire de calibre All-Star, il aurait pu et dû peut-être être All-Star la saison dernière. Ça se discute toujours, mais par contre, voilà, faudra voir en post-saison si les Clippers arrivent à aller jusque-là avec ce brave James Harden. Alors, on parlait de la saison. Il y a une saison qui a repris hier, c'est la saison d'Euroleague. Il y a les premiers matchs, donc la première journée des matchs d'Euroleague masculines qui se sont joués. Charlie, on va commencer. Il y avait deux équipes françaises qui faisaient leur grand début hier. Monaco et Lasvel, deux résultats différents pour l'un et pour l'autre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour ces équipes ? Ouais, donc l'AS Monaco a réussi un gros match défensif contre Milan pour l'emporter, pour leur entrée en matière. Il y avait le retour de Mike James aussi qui a mis 9 points pour revenir tranquillement, mais Monaco qui a quand même d'assez grosses ambitions cette année, qui commence très bien, qui s'est imposé, qui ne peut pas donner le score, je crois, mais 93-80 donc contre Milan. Ça, c'était pour le premier match. Et puis après, plus frustrant par contre, c'est le match de Lasvel qui a perdu contre le Maccabi Tel Aviv. Lasvel a été très très bien pendant une immense partie du match et malheureusement a mal terminé, a perdu 89-82 en finissant sur un 0-12, enfin 12-0 pour le Maccabi. Et petite, j'allais dire frustration pour Lasvel, mais non, moi je suis plutôt content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Jalen Horde qui joue au Maccabi, qui a inscrit 17 points et qui a marqué 2 des derniers paniers, notamment sur des alley-oops pour le Maccabi, pour entériner la défaite de Lasvel.
Ouais, je vais vous donner les autres résultats hier parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes qui se sont passées. Donc, il y a eu la victoire du Panathinaikos 87-77 face à l'Alba Berlin avec un cross assez magnifique de Kendrick Nunn. Je ne sais pas si tu l'as vu, Ouais, Shai, les gens disaient on dirait du Spanoulis dans le texte. C'est vrai que c'était assez juste. Il y a l'énorme victoire, surtout parce que la défense a été incroyable. La défense la victoire de Zalgiris de Kaunas face à Barcelone, 74-67, 67 petits points pour le Barça, avec un match plein de Sylvain Francisco, qui est d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais qui est le rédacteur en chef exceptionnel de notre MOOC Small, qu'on est sur le point de sortir, qui nous semblait emblématique de cette question. Donc grosse victoire, et puis défense vraiment de fer de la part du club lituanien. Et Sylvain, juste petite Ouais. mention, qui a fait le show dans le quatrième quart-temps. Il a marqué 10 de ses 13 points, alors 10 points de suite et 13 points dans le quatrième quart-temps. Et il a été hyper décisif avec Kaunas. Et c'est bien que tu le mentionnes dedans. Moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et depuis très jeune, hein, on l'avait mentionné. Moi, je l'avais vu à l'Académie Lillard à Paris. Il avait 15-16 ans et c'est un joueur vraiment à part, tu vois, c'est un peu les joueurs frissons. Je l'aime beaucoup. Je suis très content qu'il arrive à se faire une belle carrière comme ça en Europe parce qu'il a eu un parcours un peu plus tortueux au début avec beaucoup de changements de club, de gens qui croyaient pas en lui. Et là, le voir qu'il enchaîne Bayern Munich et Zalgiris, qui est une institution en Europe, je suis très très content pour lui. Ouais, qui croyait pas en lui, notamment à cause de sa taille. Il en revient en Particulièrement détail à cause de sa taille. Ouais. Ouais, ouais, donc vraiment intéressant. Victoire de Baskonia 88-82 face au Partizan Belgrade. Défaite également du Real Madrid, donc les deux ogres espagnols qui tombent le premier match. Donc Real Madrid battu par le Bayern Munich. Voilà pour les résultats d'hier. Aujourd'hui, il y aura les grands débuts d'Evan Fournier en Euroleague avec Olympiakos contre le Fenerbahçe. Paris qui va jouer son premier match face à l'Étoile Rouge Belgrade. Et enfin, Efes qui affrontera la Virtus Bologne. Tout ça, c'est pour aujourd'hui. Donc si vous êtes fan de basket et d'Euroleague, ça continue aujourd'hui. Et je te propose qu'on fasse la bascule, parce qu'il y avait aussi un match de basket féminin vraiment intéressant cette semaine. C'était ce qu'on appelle la Super Coupe. Si tu me dis si je me trompe pas, c'est bien ça le terme. Ouais. C'est Voilà. ça, Super Coupe. Ouais. Entre le Fenerbahçe et Beşiktaş, donc le vainqueur de l'Euroleague l'an dernier et le vainqueur de l'Eurocup l'an dernier. Finaliste de l'Eurocup, parce que du coup, c'était à la base, c'est Londres qui a gagné l'Eurocup, Bien sûr. Mais Londres a pas pu disputer. Alors hier, je m'étais trompé, j'ai dit que le club avait disparu, mais je crois que c'est une histoire de licence, ils y sont plus. Donc c'est le Beşiktaş qui a été appelé en renfort, le finaliste de l'année dernière. Voilà, et donc un match qui était un peu compliqué parce que comme vous en avez parlé hier avec Antoine, le match devait se jouer donc mercredi, c'est ça. Oui, Il a dû être reporté à cause de problèmes dans la salle, de feux de Bengale, de fans qui se battent, etc. Donc le match s'est finalement joué hier et la MVP, c'est une joueuse qu'on connaît plutôt pas mal. Absolument, victoire du Fenerbahçe et sa super team, équipe incroyable. 79-63 et MVP Gabby Williams qui marche sur l'eau depuis des semaines, voire des mois. Alors 11 points, 7 rebonds, 5 passes. Elle a été très très précieuse, très active encore une fois dans ce match rejoué. Elle est incroyable en ce moment, vraiment depuis avec les JO où elle était exceptionnelle. Son retour à Seattle en WNBA où on en parlait un peu tous les matins quand il y avait des matchs jusqu'à la défaite honorable au premier tour contre Las Vegas. Et là maintenant avec le Fenerbahçe, avec sa nouvelle coupe en plus, nouvelle couleur de cheveux et tout, elle est incroyable, exceptionnelle. Et on en parle parce que c'est la star de l'équipe de France maintenant. Voilà, c'est acté, ça n'a pas toujours été le cas. Mais depuis qu'elle est là, depuis qu'elle joue pour l'équipe de France, elle a vraiment haussé le ton et progressivement, elle est devenue la superstar des Bleus. Et petite mauvaise nouvelle malheureusement par contre dans ce match du côté du Beşiktaş, une joueuse dont on avait parlé pas mal quand on parlait de NCAA, notamment avec les matchs de Caitlin Clark, de UConn et tout. Nika Mühl, que vous avez pu voir en NCAA, qui joue au Beşiktaş, s'est fait les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés hier. Et voilà, je suis un peu dégoûté parce que c'est une joueuse qu'on aime beaucoup, je sais que tu l'aimes bien aussi, et qui, je pense, a un très très bel avenir, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et voilà, on lui souhaite un bon rétablissement.
Ouais, coup dur parce que saison, alors pas saison blanche avec le Storm, mais elle a très très peu joué quand même pour sa saison rookie avec le Storm. Et là, elle arrive premier match avec son équipe qui comptait beaucoup sur elle, hein. Ouais. Elle était tout de suite responsabilisée. Elle fait plutôt un bon match avant de se blesser Mm. et bah, elle est croisée. Donc c'est voilà, parti pour un an d'opération, rééducation. On espère la voir revenir assez vite. Elle est suffisamment jeune, je pense, pour espérer reprendre le cours de sa carrière sans problème. Mais c'est vrai que C'est c'est une frustrant. Croate, c'est une Croate, elle va revenir mentalement, ils sont, ils sont solides. Et puisqu'on parle de blessures, on parlait. Alors là, je vous livre l'info simplement. Trey Murphy, on se demandait s'il allait pas être transféré. On parlait peut-être de son arrivée potentielle au Knicks. Un joueur, je pense que, comme moi, Shai, à qui tu prêtes un potentiel vraiment hyper intéressant. Trey Murphy des Pelicans. Et malheureusement, ça commence plutôt pas terrible, puisque blessure à la jambe. Et il est déjà out pour les 3 prochaines semaines. Ouais, c'est ça, il va sans doute manquer le début de la saison. Les Pelicans sont quand même. L'infirmerie est quand même souvent pleine, malheureusement. Et Trey Murphy, que j'aime beaucoup, t'as raison, je lui trouve un potentiel immense. Et je pense que les Pelicans croient aussi beaucoup en lui, hein, malgré les rumeurs. Bon, les rumeurs, c'était peut-être plus dans un sens, dans l'autre sens, avec Mitchell Ouais. Robinson qui était disponible. Et les Knicks qui se sont dit, bah nous, on aimerait bien Trey Murphy. Euh, donc il va manquer 3 semaines et malheureusement, ça peut peut-être pénaliser le début de saison des Pelicans. On lui souhaite de revenir vite. Il avait été blessé assez longtemps en début de saison, la saison dernière aussi. Ouais, donc coup dur pour Trey Murphy. Écoute, Shai, je te propose qu'on referme là ce Ouais. CQFR. Si vous voulez toutes les autres infos, bien sûr, c'est sur Basket Session. Si vous voulez en savoir plus sur ce MOOC numéro 15 dédié aux petits, donc qu'on a intitulé Small, pareil, c'est sur Basket Session ou sur nos réseaux, vous trouverez tous les liens. Et puis, bah, nous, de toute façon, on vous donne rendez-vous demain, samedi matin, pour répondre aux questions que vous nous avez envoyées toute la semaine. On a déjà hâte d'y être. Ciao à tous. Ciao.